Je m'appelle Françoise Beaumont, j'ai 63 ans et je vais vous raconter la matinée où j'ai failli perdre la vie alors que je m'apprêtais à céder les rênes de mon empire logistique à mon fils unique, une entreprise que j'avais bâtie à la sueur de mon front, baptisée Beaumont Logistique, après le décès prématuré de mon époux il y a de cela 15 ans. Pendant des années, j'ai porté seul le poids de cette structure, avec la conviction profonde qu'un jour elle serait en sécurité entre les mains de ma propre chair, et ce mardi matin-là, mon fils Julien est arrivé de bonne heure, affichant un calme olympien, presque soulagé, suivi de près par son épouse Élodie qui, toujours tirée à 4 épingles et d'une froideur polie, portait un plateau avec 3 tasses de café avant de m'entendre une avec un sourire mielleux. C'est à cet instant précis que Maria Costa est entrée dans la pièce, elle qui travaillait à mon service depuis 18 ans, connaissant mes habitudes mieux que quiconque, sachant exactement comment je prenais mon café et capable de déceler le moindre malaise dans l'air, et alors qu'elle passait près de moi, elle a soudainement trébuché, renversant le contenu de ma tasse sur mes genoux et sur le tapis de laine. Avant que quiconque ne puisse réagir, Maria s'est penchée vers moi et m'a murmuré d'une voix méconnaissable de ne surtout pas boire ce café et de lui faire confiance, ce qui a fait rater un battement à mon cœur bien que mon visage soit resté de marbre alors que je feignais d'accepter ses excuses pour la maladresse. Personne n'a remarqué quand j'ai discrètement échangé ma tasse avec celle qui restait sur le plateau, puis nous nous sommes assis pour entamer la signature des documents officiels de transfert de propriété, tandis que Julien discourait sur l'avenir, les responsabilités et la fatigue que je devais ressentir après tant d'années de labeur. J'ai porté la tasse à mes lèvres pour prendre une petite gorgée et le goût m'a paru étrangement âpre, mais 5 minutes plus tard, Élodie a brusquement cessé de parler, ses mains se sont mises à trembler violemment, son visage est devenu livide et elle s'est effondrée sur le parquet dans un chaos indescriptible. Julien hurlait son nom alors que Maria restait pétrifiée, tandis que moi, je demeurais assise, les mains stables mais l'esprit en ébullition, car en regardant ma belle-fille convulsée au sol, j'ai compris une vérité terrifiante, ce café ne lui était pas destiné, il était pour moi. Pour comprendre l'importance de cette matinée, il faut remonter 15 ans en arrière, au jour où mon mari a succombé à une crise cardiaque, me transformant instantanément d'une épouse planifiant sa retraite en une veuve debout devant un conseil d'administration composé d'hommes qui pariaient sur la vente de l'entreprise en quelques mois. À l'époque, Beaumont Logistique était une petite structure avec des contrats modestes et des marges réduites, mais je me suis imposée, j'ai appris chaque rouage, chaque faiblesse, travaillant les nuits et les jours fériés, non par soif de pouvoir, mais parce que j'estimais que la responsabilité ne s'évapore pas quand la vie devient difficile. Julien avait 23 ans à l'époque et j'ai tenté de le protéger de la pression, me disant qu'il prendrait la relève quand il serait prêt, mais le temps, au lieu de le faire mûrir, l'a endurci dans une forme d'impatience hautaine, lui faisant voir le succès comme un héritage dû et non comme un mérite gagné. Durant tout ce chemin, Maria Costa était là, arrivée discrètement dans ma vie sur recommandation, elle gérait la maison, cuisinait et surtout, elle observait ce que personne d'autre ne voyait, comme les heures tardives de Julien au bureau, les arrivées matinales d'Élodie, les jours de réunion ou mes propres vertiges que je mettais sur le compte du stress. Je faisais confiance à ma famille, je croyais que l'amour était synonyme de sécurité, mais avec le recul, les signes avant-coureurs étaient flagrants, comme ces conversations qui s'arrêtaient net quand j'entrais dans une pièce ou le regard calculateur qu'Élodie posait sur moi. Au moment de m'asseoir ce mardi matin, je pensais préparer ma retraite alors qu'en réalité, je préparais ma propre disparition, et la seule personne dans cette demeure qui avait compris le drame à venir était celle qui n'avait pourtant rien à gagner en me sauvant. Julien n'avait pas toujours été cet homme froid, enfant il était observateur et me suivait dans les entrepôts en posant des questions sur les contrats, me promettant de prendre soin de moi, une promesse que j'ai crue jusqu'à ce que son désir de contrôle ne supplante son envie d'apprendre. Élodie l'encourageait insidieusement, ne haussant jamais le ton mais posant des questions insistantes sur mon âge et ma fatigue, suggérant que je méritais du repos alors qu'elle voulait simplement m'écarter du chemin. Les dîners de famille étaient devenus des mises en scène où Julien attendait mon départ plutôt que ma retraite, et Maria l'avait senti bien avant moi, remarquant comment il fuyait mon regard quand on parlait d'argent ou comment des documents apparaissaient sur mon bureau sans explication. La réunion fatidique avait été organisée dans mon salon plutôt qu'au siège social de l'entreprise sous prétexte d'intimité familiale, et alors que Maria m'avait préparé mon café habituel que je n'avais pas encore touché, Élodie est arrivée avec des cafés de l'extérieur, prétendant nous faire découvrir un nouveau mélange. Julien a étalé les dossiers, parlant de transition et de protection du patrimoine, tandis que je sentais l'odeur inhabituellement piquante de la boisson dans ma main avant que Maria ne provoque cet incident salvateur.
Quand elle a murmuré ces mots d'avertissement, j'ai senti un poids immense m'oppresser la poitrine, mais des décennies d'affaires m'avaient appris que les alertes les plus vitales sont souvent les plus discrètes, et j'ai donc échangé les tasses dans un moment d'inattention de leur part. La chute d'Élodie a été brutale, le bruit de son corps percutant le sol a déchiré l'ambiance feutrée, les dossiers ont volé et le café s'est répandu partout tandis que Julien se précipitait vers elle avec une panique qui me parut étrangement surjouée, trop contrôlée. À cet instant, dans l'attente des secours, j'ai compris que la tasse qu'Élodie avait bu par erreur contenait la dose qui m'était destinée, et le regard de calcul que Julien m'a lancé à l'arrivée des ambulanciers a confirmé mes pires soupçons. À l'hôpital, alors qu'Élodie était prise en charge, Julien ne s'est jamais enquis de mon état, il était trop occupé à passer des appels et à suggérer de faire nettoyer la maison immédiatement pour effacer les traces, une attitude qui a transformé mes doutes en certitude absolue. Les innocents protègent des vies, les coupables protègent les scènes de crime. J'ai refusé le nettoyage et j'ai appelé Maria qui m'a demandé si j'étais en sécurité avant même de prendre des nouvelles de ma belle-fille. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café discret où elle m'a révélé avoir observé Élodie pendant des mois, documentant ses agissements, ses manipulations de mes tasses de café et même des conversations enregistrées sur son téléphone laissé dans les couloirs. Les preuves étaient accablantes. Julien et Élodie parlaient de dosage, de mon testament et de mon assurance vie comme s'ils planifiaient de simples vacances, se moquant de ma faiblesse physique croissante qu'ils provoquaient eux-mêmes. Écouter ces enregistrements n'a pas provoqué de larmes, mais a fait naître en moi une froideur implacable, car ce n'était plus une trahison familiale, c'était une question de survie face à un fils qui avait préféré l'héritage à la vie de sa mère. Dès le lendemain, la police a reçu l'intégralité des preuves collectées par Maria, les photos, les enregistrements et les mouvements de fond suspects, menant à l'arrestation de Julien 2 jours plus tard et à la mise en examen d'Élodie sur son lit d'hôpital. Le procès a été d'une précision chirurgicale, la déposition de Maria, forte de ses 18 ans de loyauté, a glacé l'assemblée, tout comme les enregistrements audio où la voix de mon fils résonnait, détachée, discutant de ma fin prochaine. Julien et Élodie ont été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, et quand le verdict est tombé, mon fils m'a regardé non pas avec regret, mais avec une haine pure qui a définitivement brisé mes dernières illusions. Maria a été blanchie de tout soupçon et remerciée par le juge pour son courage, tandis que moi, je déclarais à la presse que la justice n'est pas un sentiment mais un résultat, et que le prix de l'avidité est toujours plus élevé qu'on ne l'imagine. Après le procès, j'ai vendu la demeure familiale, incapable de vivre là où l'on avait planifié mon meurtre, et je me suis retiré des affaires pendant quelques mois pour retrouver une clarté d'esprit nécessaire à la suite de mon existence. Maria est restée à mes côtés, non plus comme employée mais comme une amie fidèle dont la loyauté m'a rappelé que la famille ne se définit pas toujours par les liens du sang, mais par les actes et la protection mutuelle. J'ai repris la direction de Beaumont Logistique avec une nouvelle vision, créant parallèlement une fondation pour aider les personnes âgées victimes d'abus financiers et moraux de la part de leurs proches, faisant de Maria mon associée dans cette mission salvatrice. Survivre n'était pas une question de vengeance, mais de choix de vie, et bien que j'ai perdu un fils, j'ai gagné une vérité qui a changé ma perception de l'amour et de la loyauté à jamais. On me demande souvent comment je fais pour continuer après un tel traumatisme, et la réponse est simple. Je ne vis pas avec ce passé, je vis au-delà de lui, car ce que Julien et Élodie ont tenté de faire a balayé toutes mes illusions sur la protection naturelle du sang. Si mon histoire peut laisser une leçon, c'est celle de ne jamais ignorer les petits signaux d'alerte, de ne jamais mépriser ceux qui voient ce que nous sommes trop proches pour remarquer, et de comprendre que la gentillesse n'est pas une faiblesse mais notre plus grande force humaine. Si vous écoutez ce récit et que quelque chose dans votre propre vie vous semble anormal, faites confiance à votre instinct, protégez-vous car vous n'imaginez pas de quoi l'ombre est capable, et si mon parcours vous a touché, soutenez ce témoignage en aimant la vidéo et en partageant votre ressenti en commentaire, car chaque parole libérée est un pas de plus vers la survie. Je m'appelle Françoise Beaumont, j'ai 63 ans et je vais vous raconter l'histoire de la matinée où j'ai failli mourir alors que je m'apprêtais à céder mon entreprise à mon fils unique, une société nommée Beaumont Logistique que j'avais bâtie de mes propres mains après le décès de mon mari il y a 15 ans. Portant pendant toutes ces années le poids de cette responsabilité sur mes épaules avec la certitude qu'un jour elle serait en sécurité entre les mains de ma famille. Ce mardi matin-là, mon fils Julien est arrivé tôt, il semblait calme, concentré, presque soulagé, bientôt suivi par son épouse Élodie qui était comme toujours impeccable, d'une élégance froide et composée,
portant un plateau avec 3 tasses de café avant de m'entendre une avec un sourire doux qui masquait une intention glaciale. À cet instant précis, Maria Costa est entrée dans la pièce, elle qui travaillait dans ma maison depuis 18 ans et connaissait mes routines mieux que quiconque, sachant exactement comment j'aimais mon café et capable de détecter le moindre changement dans l'atmosphère, et alors qu'elle passait près de moi, elle a soudainement trébuché, faisant basculer le café sur mes genoux et sur le tapis. Avant que quiconque ne puisse réagir, Maria s'est penchée très près de moi et m'a murmuré d'une voix que je ne lui connaissais pas de ne surtout pas boire ce café et de lui faire confiance, ce qui a provoqué un sursaut dans mon cœur bien que mon visage soit resté impassible alors que je faisais semblant d'accepter ses excuses pour ce petit accident. Personne n'a remarqué quand j'ai discrètement échangé ma tasse avec celle qui restait sur la table, puis nous nous sommes assis pour signer les documents qui devaient transférer le contrôle de mon entreprise tandis que Julien parlait de l'avenir, des responsabilités et de la fatigue que je devais ressentir à mon âge. J'ai levé la tasse et pris une toute petite gorgée, mais le goût était étrange, amer et métallique, et 5 minutes plus tard, Élodie a cessé de parler, ses mains ont commencé à trembler violemment, son visage s'est vidé de tout sang et elle s'est effondrée sur le parquet. Le chaos a envahi la pièce, Julien hurlait son nom, Maria restait figée sur place et moi, je demeurais assise, les mains stables et l'esprit en ébullition car en regardant ma belle-fille convulsée au sol, j'ai compris une chose terrifiante, ce café ne lui était jamais destiné, il était pour moi. Pour comprendre pourquoi cette matinée était si cruciale, il faut comprendre la vie que j'ai menée avant cela, car 15 ans plus tôt, mon mari est mort subitement d'une crise cardiaque, me laissant veuve du jour au lendemain alors que nous planifions nos voyages de retraite, me retrouvant seule face à un bureau rempli d'hommes qui pensaient que l'entreprise serait vendue en quelques mois. Beaumont Logistique était petite à l'époque, avec des contrats modestes et aucune marge d'erreur, mais je suis restée, j'ai appris chaque département, chaque client et chaque faiblesse du métier en travaillant les nuits, les week-ends et les jours fériés, non par amour du pouvoir mais par sens du devoir. Julien avait 23 ans à la mort de son père et j'ai essayé de le protéger de la pression en me disant qu'il prendrait la relève quand il serait prêt, mais le temps l'a endurci et au fur et à mesure que l'entreprise grandissait, son impatience croissait aussi, voyant le succès comme un dû et non comme le fruit d'un effort. Durant tout ce temps, Maria Costa était là, elle gérait la maison, cuisinait et surtout elle remarquait ce que personne d'autre ne voyait, comme les heures tardives de Julien au bureau, les arrivées suspectes d'Élodie ou mes propres étourdissements que je mettais sur le compte du stress. Je faisais confiance à ma famille et à mon fils, croyant que l'amour était synonyme de sécurité, mais avec le recul, je vois clairement les signes avant-coureurs, les silences quand j'entrais dans une pièce et le regard calculateur d'Élodie qui me surveillait sans aucune affection. Ce mardi matin, je croyais préparer ma retraite alors qu'en réalité je préparais ma propre disparition, et la seule personne dans cette maison qui savait ce qui allait arriver était la femme qui n'avait rien à gagner en me sauvant. Julien n'avait pas toujours été cet homme, enfant il était observateur et me suivait dans les entrepôts, mais après avoir rejoint l'entreprise à plein temps, sa patience s'est transformée en un sentiment de supériorité, il remettait mes décisions en question devant le personnel et parlait de la société comme si elle lui appartenait déjà. Élodie l'encourageait en douceur, ne haussant jamais le ton mais suggérant sans cesse que je méritais du repos à cause de mon âge, ce qui signifiait en réalité que je les dérangeais. Julien ne me demandait plus de conseils, il attendait simplement que je parte, et Maria l'avait vu avant moi, remarquant comment il fuyait mon regard quand on parlait d'argent ou comment des documents apparaissaient sur mon bureau sans mon aval. Un soir, Maria m'a demandé si j'allais bien et mon fils ne me voyait plus comme sa mère mais comme un problème qui ne se résolvait pas assez vite, d'où cette réunion organisée dans mon salon plutôt qu'au bureau pour que ce soit plus intime. Élodie était arrivée avec des cafés de l'extérieur, un nouveau mélange selon elle, tandis que Julien étalait des dossiers épais déjà marqués pour ma signature en parlant de la difficulté de diriger à mon âge. L'odeur du café était inhabituelle, un peu âcre, et Maria ne quittait pas la tasse des yeux en faisant semblant de nettoyer la pièce avant de renverser délibérément le liquide et de me murmurer son avertissement salvateur. J'ai échangé les tasses et j'ai observé Julien reprendre son discours comme si de rien n'était, pointant les lignes où je devais signer tandis qu'Élodie surveillait mes mains. Quand elle a pris sa première gorgée, tout est allé plus vite que prévu. Elle s'est agrippée au canapé, ses genoux ont lâché et le bruit de son corps tombant sur le sol a été le signal de la fin de mes illusions. Julien s'est précipité vers elle mais il n'a jamais regardé le café, ce qui m'a confirmé qu'il savait exactement ce qui se passait.
À l'hôpital, alors que les médecins annonçaient qu'Élodie avait été empoisonnée, Julien a immédiatement menti en disant que nous avions tous bu du même café alors que c'était faux. Quand il a suggéré de faire nettoyer la maison avant l'arrivée des enquêteurs, j'ai su avec certitude qu'il était coupable, car les innocents sauvent des vies alors que les coupables nettoient les preuves. J'ai refusé et j'ai rencontré Maria en secret dans un petit café où elle m'a montré les preuves qu'elle accumulait depuis des mois. Des photos d'Élodie versant des substances dans mes tasses et des enregistrements audio où mon fils et sa femme discutaient de mon assurance vie et de la dose nécessaire pour me faire disparaître. Julien n'était pas manipulé, il était complice, il plaisantait sur ma faiblesse physique et sur la facilité avec laquelle ils allaient prendre le contrôle une fois que je ne serais plus là. Cette nuit-là, j'ai réalisé que le sang ne garantit pas la loyauté, c'est seulement une clé d'accès pour ceux qui veulent vous détruire. Grâce au dossier de Maria, Julien a été arrêté 2 jours plus tard et Élodie a été inculpée sur son lit d'hôpital. Le procès a été accablant, les enregistrements montraient leur froideur absolue, discutant de ma mort comme d'un simple dossier professionnel. Julien a été condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, tout comme Élodie, et le jour du verdict, il n'avait aucun regret dans les yeux, seulement de la rage. Maria a été remerciée par le juge pour son héroïsme et j'ai compris que la justice n'est pas une émotion mais un résultat nécessaire. J'ai vendu ma maison car je ne pouvais plus vivre là où mon propre fils avait planifié ma fin, et j'ai pris du recul par rapport à l'entreprise pour retrouver ma clarté d'esprit. Maria est restée à mes côtés, non plus comme employée mais comme une véritable amie, car elle m'a rappelé que la loyauté existe encore dans ce monde. J'ai fini par créer une fondation pour protéger les personnes âgées contre les abus familiaux, un projet que je dirige avec Maria comme associée égale. Survivre n'était pas une question de vengeance, mais de dignité. J'ai perdu un fils mais j'ai trouvé la vérité, et j'ai appris que ceux qui vous sauvent la vie ne sont pas toujours ceux à qui vous l'avez donnée. Si mon histoire peut vous apprendre une chose, c'est de ne jamais ignorer votre instinct et de ne jamais penser que la gentillesse est une faiblesse. Si ce récit vous a touché, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, à partager cette vidéo et à me dire en commentaire depuis quelle ville vous nous regardez, car chaque témoignage est un pas de plus vers la vérité et la survie. Je m'appelle Françoise Beaumont, j'ai 63 ans et ce matin-là, j'ai bien failli perdre la vie alors que je m'apprêtais à signer l'acte de cession de mon entreprise à mon fils unique, Julien, une société que j'avais nommée Beaumont Logistique et que j'avais bâtie de mes propres mains, pierre par pierre, après le décès brutal de mon mari il y a 15 ans, portant pendant toutes ces années le poids de cette structure sur mes épaules avec la conviction profonde qu'un jour elle serait en sécurité entre les mains de ma propre chair. Ce mardi matin-là, Julien est arrivé de bonne heure dans notre maison de famille, il semblait étrangement calme, concentré, presque soulagé, bientôt suivi par son épouse Élodie qui était, comme à son habitude, tirée à 4 épingles, d'une élégance froide et composée, portant un plateau avec 3 tasses de café avant de m'entendre une avec un sourire mielleux qui masquait une intention glaciale. C'est à cet instant précis que Maria Costa est entrée dans la pièce, elle qui travaillait à mon service depuis 18 ans et connaissait mes routines mieux que quiconque, sachant exactement comment je prenais mon café et capable de détecter le moindre malaise dans l'air, et alors qu'elle passait près de moi, elle a soudainement trébuché, faisant basculer le contenu de ma tasse sur mes genoux et sur le tapis de laine. Avant que quiconque ne puisse réagir, Maria s'est penchée très près de moi et m'a murmuré d'une voix que je ne lui connaissais pas, une voix chargée de terreur, de ne surtout pas boire ce café et de lui faire confiance, ce qui a provoqué un sursaut dans mon cœur bien que mon visage soit resté de marbre alors que je feignais d'accepter ses excuses pour ce petit accident domestique. Personne n'a remarqué quand j'ai discrètement échangé ma tasse avec celle qui restait sur le plateau, puis nous nous sommes assis pour entamer la signature des documents officiels qui devaient transférer le contrôle de mon empire alors que Julien discourait sur l'avenir, les responsabilités et la fatigue que je devais sûrement ressentir après tant d'années de labeur acharné. J'ai porté la tasse à mes lèvres pour prendre une toute petite gorgée, mais le goût m'a paru étrangement âpre, métallique, et à peine 5 minutes plus tard, Élodie a brusquement cessé de parler, ses mains se sont mises à trembler violemment, son visage est devenu livide et elle s'est effondrée sur le parquet dans un chaos indescriptible. Julien hurlait son nom en se précipitant vers elle alors que Maria restait figée, et moi, je demeurais assise, les mains stables mais l'esprit en ébullition car en regardant ma belle-fille convulsée au sol, j'ai compris une vérité terrifiante, ce café ne lui était jamais destiné, il était pour moi.
Pour comprendre pourquoi cette matinée était si cruciale, il faut remonter 15 ans en arrière, au jour où mon mari a succombé à une crise cardiaque, me transformant instantanément d'une épouse planifiant sa retraite en une veuve debout devant un conseil d'administration composé d'hommes qui pariaient sur la faillite de l'entreprise en quelques mois. Beaumont Logistique était une petite structure à l'époque, avec des contrats modestes et aucune marge d'erreur, mais je me suis imposée, j'ai appris chaque rouage, chaque faiblesse, travaillant les nuits et les jours fériés, non par soif de pouvoir mais parce que j'estimais que la responsabilité ne s'évapore pas quand la vie devient difficile. Julien avait 23 ans à l'époque et j'ai tenté de le protéger de la pression en me disant qu'il prendrait la relève quand il serait prêt, mais le temps, au lieu de le faire mûrir, l'a endurci dans une forme d'impatience hautaine, lui faisant voir le succès comme un héritage dû et non comme un mérite gagné, parlant de leadership avant même de comprendre le sens du mot sacrifice. Durant tout ce chemin, Maria Costa était là, elle gérait la maison, cuisinait et surtout elle observait ce que personne d'autre ne voyait, comme les heures tardives de Julien au bureau, les arrivées suspectes d'Élodie, les jours de réunion ou mes propres vertiges que je mettais sur le compte du stress. Je faisais confiance à ma famille, je croyais que l'amour était synonyme de sécurité, mais avec le recul, les signes avant-coureurs étaient flagrants, comme ces conversations qui s'arrêtaient net quand j'entrais dans une pièce ou le regard calculateur qu'Élodie posait sur moi, car la confiance vous rend généreux avec le doute et aveugle face au danger. Ce mardi matin, je croyais préparer ma retraite alors qu'en réalité je préparais ma propre disparition, et la seule personne dans cette maison qui avait compris le drame à venir était la femme qui n'avait pourtant rien à gagner en me sauvant. Julien n'avait pas toujours été cet homme froid, enfant il me suivait dans les entrepôts en posant des questions sur les contrats et me promettait de prendre soin de moi, une promesse que j'ai crue jusqu'à ce que son désir de contrôle ne supplante son affection, le poussant à remettre mes décisions en question devant le personnel et à parler de la société comme si elle lui appartenait déjà par droit divin. Élodie l'encourageait insidieusement, ne haussant jamais le ton mais posant des questions insistantes sur mon âge et suggérant que je méritais du repos, ce qui signifiait en réalité que je les gênais. La réunion fatidique avait été organisée dans mon salon plutôt qu'au bureau sous prétexte d'intimité familiale, et alors qu'Élodie arrivait avec des cafés de l'extérieur en prétendant nous faire découvrir un nouveau mélange, Maria ne quittait pas la tasse des yeux avant de provoquer cet incident salvateur. Quand elle a murmuré ces mots d'avertissement, j'ai senti un poids immense m'oppresser la poitrine, mais des décennies d'affaires m'avaient appris que les alertes les plus vitales sont souvent les plus discrètes, et j'ai donc échangé les tasses dans un moment d'inattention de leur part avant d'observer Julien reprendre son discours comme si de rien n'était. La chute d'Élodie a été brutale, le bruit de son corps percutant le sol a déchiré l'ambiance feutrée, les dossiers ont volé et le café s'est répandu partout tandis que Julien se précipitait vers elle avec une panique qui me parut étrangement surjouée, trop contrôlée sous l'hystérie apparente. À l'hôpital, alors que les médecins annonçaient qu'Élodie avait été empoisonnée par une substance encore non identifiée, Julien a immédiatement menti en disant que nous avions tous bu du même café alors que c'était faux, et quand il a suggéré de faire nettoyer la maison de fond en comble avant l'arrivée des enquêteurs, j'ai su avec certitude qu'il était coupable, car les innocents protègent des vies alors que les coupables protègent les scènes de crime. J'ai refusé et j'ai rencontré Maria en secret dans un petit café de quartier où elle m'a révélé l'horrible vérité. Elle observait Élodie depuis des mois, documentant ses agissements, ses manipulations de mes tasses de café et même des conversations enregistrées sur son téléphone laissées discrètement dans les couloirs. Les preuves étaient accablantes, Julien et Élodie parlaient de dosage, de mon testament et de mon assurance vie comme s'ils planifiaient de simples vacances, se moquant de ma faiblesse physique croissante qu'ils provoquaient eux-mêmes par de petites doses régulières. Écouter ces enregistrements n'a pas provoqué de larmes, mais a fait naître en moi une froideur implacable, car ce n'était plus une trahison familiale, c'était une question de survie face à un fils qui avait préféré l'argent à la vie de sa mère. Dès le lendemain, la police a reçu l'intégralité des preuves collectées par Maria, les photos, les enregistrements et les mouvements de fond suspects, menant à l'arrestation de Julien et à la mise en examen d'Élodie sur son lit d'hôpital. Le procès a été d'une précision chirurgicale, la déposition de Maria, forte de ses 18 ans de loyauté, a glacé l'assemblée, tout comme les enregistrements audio où la voix de mon fils résonnait, détachée, discutant de ma fin prochaine. Julien et Élodie ont été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité et quand le verdict est tombé, mon fils m'a regardé non pas avec regret, mais avec une haine pure qui a définitivement brisé mes dernières illusions. Maria a été blanchie de tout soupçon et remerciée par le juge pour son héroïsme, tandis que moi,
je déclarais à la presse que la justice n'est pas un sentiment mais un résultat, et que le coût de l'avidité est toujours plus élevé qu'on ne l'imagine. Après le procès, j'ai vendu la demeure familiale, incapable de vivre là où l'on avait planifié mon meurtre, et je me suis retiré des affaires pendant quelques mois pour retrouver une clarté d'esprit nécessaire. Maria est restée à mes côtés, non plus comme employée mais comme une véritable amie dont la loyauté m'a rappelé que la famille ne se définit pas toujours par les liens du sang. J'ai repris la direction de mon entreprise avec une nouvelle vision, créant parallèlement une fondation pour aider les personnes âgées victimes d'abus financiers de la part de leurs proches, faisant de Maria mon associée dans cette mission. Survivre n'était pas une question de vengeance, mais de dignité, et bien que j'ai perdu un fils, j'ai trouvé une vérité qui a changé ma perception de l'amour à jamais. On me demande souvent comment je fais pour continuer, et la réponse est simple, je ne vis pas avec ce passé, je vis au-delà de lui, car ce que Julien et Élodie ont tenté de faire a balayé toutes mes illusions sur la loyauté naturelle.